Hello, hello! Pour cette vidéo consacrée aux joueurs NBA qui ont disparu après avoir signé un gros contrat, on va vous mettre un peu au défi. On va vous présenter les profils des joueurs qu'on a inclus dans la liste. À vous de deviner de qui on parle avant qu'on donne la réponse dans la foulée. Et avant de démarrer, petit point sur les critères de sélection qu'on a pris en compte. Ici, on n'est pas sur une liste des pires contrats de l'histoire, sujet auquel on a déjà consacré une vidéo. Donc les joueurs qui ont touché un bon gros jackpot alors que leur production statistique n'était déjà pas extraordinaire, on n'en parlera pas aujourd'hui, sauf exception. Même si un gros contrat implique logiquement de plus grosses attentes, et que les intangibles se payent aussi, les franchises ont fait un choix en connaissance de cause, en offrant des contrats énormes à des role-players. Il y a eu beaucoup de cas de figure de ce genre en 2016, quand le salary cap a bondi de plus de 30% en raison de l'explosion du montant des droits télé. Donc non, là, ce qu'on recherche, c'est un joueur au minimum borderline all-star, qui ne l'est jamais devenu, ou qui ne l'a plus jamais été, peu de temps après avoir décroché un beau pactole. Blessures, baisse de motivation, accident de parcours, conflit ou nouveau confort de vie qui pousse à se préserver une fois à l'abri, ces disparitions peuvent avoir bien des explications. Allez, on commence easy. Le joueur que l'on cherche a prolongé pour le max, soit 177 millions de dollars sur 5 ans en 2019. Rien de très étonnant à cela, puisqu'il sortait d'une première sélection All-Star en carrière un an après son trophée de Rookie of the Year. Ses moyennes en 2018-2019 étaient de 16,9 points, 8,8 rebonds et 7,7 passes par match, en devenant au passage le deuxième joueur le plus rapide à atteindre les 2000 points, 1000 rebonds et 1000 passes en carrière, derrière Oscar Robertson. Mais aussi en signant des playoffs inégaux. Il est à nouveau All-Star les 2 années suivantes, mais son nombre de matchs joués décline sérieusement suite à des soucis au dos, puis au genou. Il manque l'intégralité des playoffs de la bulle, et il commence à connaître un véritable blocage avec son shoot. En 2021, il devient le pire tireur de lancer franc de l'histoire des playoffs, faisant pire que Wilt Chamberlain et Shaquille O'Neal sur un minimum de 67 tentatives. On lui reproche un gros manque d'agressivité en attaque, il n'a pas tenté un seul tir dans le 4e quart de 5 des 7 matchs de la série perdue des Sixers face à Atlanta en demi-finale de conférence. Son refus de prendre un shoot ouvert sous le cercle dans le money time du Game 7 a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On se souvient des conférences de presse de Doc Rivers et de Joel Embiid. Bon là, vous l'avez compris depuis un moment, on imagine en tout cas, on parle de Ben Simmons. Et ce fameux Game 7 face à Atlanta fut son dernier match sous le maillot des Sixers. En août 2021, il demande son trade, 4 ans avant la fin de son contrat. Citant des problèmes en interne puis des soucis de santé mentale une fois qu'il a commencé à être mis à l'amende par sa franchise pour avoir séché le training camp et la pré-saison, il a finalement obtenu son souhait en février 2022 avec un trade à Brooklyn. Honnête, il n'est jamais redevenu le joueur qu'on avait connu au début de sa carrière, toujours stoppé là encore par des blessures à répétition, au dos ou au genou. L'Australien, payé 106 millions de dollars pour 57 matchs disputés ces 3 dernières saisons, entre dans la dernière année de son contrat cette saison. Lors de l'exercice précédent, il a tourné à 6,1 points, 7,9 rebonds et 5,7 passes par match en 15 petites rencontres avant d'être opéré une énième fois de son hernie discale en mars. On poursuit dans le facile, vous devriez trouver rien qu'avec le premier indice. On parle d'un joueur qui était meilleur marqueur de l'histoire de sa franchise au moment de devenir free agent en 2019. Un joueur qui a fait le choix du pactole en préférant partir ailleurs pour 140 millions sur 4 ans plutôt que de prolonger dans son équipe de toujours pour 160 millions sur 5 années. Vexé que sa team ne lui propose pas le contrat Supermax auquel il était éligible en tant que membre de la All NBA First Team cette année-là, il a donc fait ses bagages. 4 ans plus tard, il jouait à Monaco, car la NBA ne voulait plus de lui. Entre Boston, où il a été All-Star pour la dernière fois lors de sa première année, New York puis Dallas, le meneur s'est progressivement déplacé vers la dernière place du banc. Mis au placard par Tom Thibodeau et victime d'un genou gauche de plus en plus capricieux, il est passé de 20 points par match en moyenne en 2019-2020 à 19, 11 puis 8 les années suivantes, avec un nombre de matchs à chaque fois de plus en plus faible, jusqu'à atteindre les 9 rencontres disputées seulement en 2022-2023. Bon, vous l'avez, c'est bien évidemment de Kemba Walker que l'on parle. D'ailleurs, la transition est toute trouvée pour parler de l'un de ses anciens collègues au Knicks, lui aussi blacklisté par Tom Thibodeau. En 2021, Evan Fournier en effet signé pour 4 ans et 73 millions de dollars, pour finalement se voir totalement sorti de la rotation dès sa 2e saison, avant d'être envoyé à Détroit en février 2024. Sniper au plus grand nombre de 3 points réussis sur une saison dans l'histoire des Knicks, le français n'était pas blessé, mais a comme Kemba payé ses irrégularités des deux côtés. Maintenant, si vous trouvez le joueur suivant avant qu'on vous dise son nom, respect à vous, manifestez-vous en commentaire. Déjà, le montant total du contrat qu'il a signé était égal à 2 fois le salary cap annuel de l'époque. En divisant le total sur les 6 années du fameux contrat, son salaire annuel représentait lui presque 40% du salary cap de l'année de la signature. Après tout, on avait affaire à un 6e choix de draft allant sur sa 3e année NBA, et qui sortait d'une saison sophomore à 16,2 points, 8,1 rebonds et 2,1 passes, et puis presque un compte par match aussi. Le tout dans une équipe très jeune et implantée dans un marché qui attire peu. Les dirigeants se sont donc dit banco, on mise sur lui, et le 7-footer leur a donné raison.
pendant une saison. Pour sa troisième année, il a tourné à 16,3 points, 7,9 rebonds, 2,1 passes et 1,1 contre par match. Mais ensuite, c'est la chute libre, prise de poids, blessures, douleurs chroniques au dos, toutes ces stats ont dégringolé. 25 matchs joués en 1998-1999 pour 10,8 points et 5,5 rebonds de moyenne, puis moins de 10 points par match les 2 années suivantes. En 2002, les Grizzlies ont annoncé son départ en retraite en raison d'une discopathie dégénérative. Il s'agissait de Bryant Reeves, signé pour 6 ans et 61,8 millions de dollars en 1997. Une très grosse somme pour l'époque. Bon là, attention, gros client. On vous parle d'un joueur dont le contrat total équivalait à 4 fois le salary cap de l'année de la signature. C'est une folie, mais l'histoire est un peu compliquée, alors on va essayer de vous résumer ça rapidement. Ce joueur, il en est à 5 sélections All-Star consécutives au moment de sa signature en 1997 et une finale NBA perdue face aux Bulls de Michael Jordan l'année précédente. Vous l'avez, on parle bien sûr de Shawn Kemp. Prolongé sur 9 ans et 46 millions par les Sonics en 1994, il s'est vite retrouvé moins bien payé que pas mal de ses coéquipiers. La faute à un contrat qui ne pouvait pas être renégocié moins de 3 ans après sa signature à l'époque. L'équipe a donc investi sur d'autres joueurs entre-temps et Kemp a menacé de ne pas jouer la saison 1996-1997, séchant au passage le training camp. Un an plus tard, et après avoir fait le taf toute la saison, il demande son trade, certain que Seattle n'alignera de toute façon pas l'argent pour le garder. En septembre donc, il est envoyé à Cleveland, où il signe pour 107 millions de dollars sur 7 ans, le fameux contrat valant 4 fois le salary cap de 1997. Ouais, petite parenthèse au cas où, pour les moins anciens, le salary cap à l'époque était de moins de 27 millions de dollars, bien loin des 140 millions actuels. C'est ainsi que Kemp fait une dernière saison All-Star pour sa première année avec les Cavs. Puis en janvier 1999, pour la reprise post-lockout, il arrive au training camp en super surpoids, pesant plus de 140 kilos. Bon, ça ne l'empêche pas de tourner à plus de 20 points et 9 rebonds de moyenne, mais il a ensuite doucement plongé dans la drogue et l'alcool. Après la saison 1999-2000, Cleveland s'en débarrasse en l'envoyant à Portland. Il y tourne à 6 points par match. Les Blazers le coupent après 2 saisons et il fait une croix sur 25 des 46,5 millions restants de son contrat pour signer ensuite un deal d'1 an avec Orlando où il ne fera pas mieux en 2002-2003, sa dernière saison NBA. Le prochain nom est l'un des plus connus en matière de contrats foireux. Il concerne un triple All-Star, MIP 2003, et membre de la All-NBA Second Team de 2007. En 2008, année où le salary cap était de 58,6 millions, il a prolongé pour 111 millions de dollars sur 6 ans. À ce moment-là, il sort d'une saison à seulement 13 matchs joués en raison d'une blessure au genou, mais sa franchise lui fait confiance pour vite retrouver son meilleur niveau. Malheureusement pour elle, ça n'arrivera jamais. Toujours ralenti par son genou, il ne reviendra sur les terrains qu'en mars 2009, pour 2 matchs seulement. Et puis après un gros début de saison 2009-2010 très encourageant, il a flingué sa carrière en amenant des armes à feu dans le vestiaire des Wizards, suite à une embrouille avec un coéquipier. Vous l'avez très bien compris, on parle de Gilbert Arenas. Le meneur qui avait tourné jusqu'à plus de 29 points et 6 passes de moyenne par match en 2005-2006 a été suspendu 50 matchs, et n'a plus jamais été le même, tournant au mieux à une dizaine d'unités par rencontre. Après avoir tenté de rebondir à Orlando, puis à Memphis, il est finalement parti en Chine avant de se lancer dans le podcasting. Allez, la suite en mode Julien Lepers. J'ai prolongé pour 30 millions de dollars sur 4 ans après ma première sélection All-Star à une époque où le salary cap annuel était de 15,9 millions de dollars. Rookie de l'année 3 ans plus tôt, j'ai tourné à 20 points, 10 rebonds, 3 passes et presque 2 contres par match sur mes 4 premières saisons NBA. Mon attitude ne faisait pas de moi un joueur considéré comme très professionnel. J'ai été transféré à Philadelphie 1 an seulement après la signature de mon contrat parce que j'en avais marre de perdre. Pivot de 2m08, numéro 1 de la draft 1990, je n'ai plus jamais été All-Star derrière et je n'ai jamais disputé les playoffs en 3 ans avec les Sixers. Je suis Derrick Coleman. Vous l'aviez? Dites-le nous, ça aussi. Retour en 1997 maintenant. On cherche un joueur qui a signé pour 86 millions de dollars sur 7 ans aux Sonics. Plutôt pas mal dans une NBA dont le salary cap était de 26,9 millions par an. Puis ce n'était pas le pire choix a priori pour un joueur qui a été All-Star chaque année entre 1995 et 1988. Sauf qu'après une première grosse année aux Sonics, ses problèmes de longue date avec l'alcool ont commencé à le rattraper. Supportant mal la pression, sans sa dose, il a pris une pente glissante qui l'a mené jusqu'à la ruine et une très triste fin de carrière. Dans ses pires moments, il est même allé jusqu'à boire de la Listerine pour s'alcooliser. Un bain de bouche. Ancien joueur à 21 points, 10 rebonds et 2 passes par match, jouant les premiers rôles à l'ouest, il a erré à Boston, New York, Houston et Los Angeles, où il a tourné à 6 points par match en 141 rencontres disputées entre 2003 et 2006 avant de devoir trouver un travail chez Starbucks pour payer ses factures. Depuis 2018, il est assistant aux Bucks où il a rebondi après avoir réussi à se soigner. Il s'agissait de Vin Baker. Historiquement réputé pour avoir distribué de très mauvais contrats, les Knicks ont signé le nouveau joueur que nous recherchons pour 73,5 millions sur 4 ans en 2005. En 2005, le salary cap annuel était de 49,5 millions et le joueur en question allait entamer sa 10e saison NBA, après un exercice 2004-2005 à 21,7 points et 8 passes par match pour sa première année à New York. Dès la saison suivante, la production et le nombre de matchs joués de ce meneur 2 fois All-Star a drastiquement baissé, et les Knicks n'ont pas pu disputer une fois les playoffs après sa signature. Ajoutez à cela sa mésentente avec ses coachs et l'histoire s'est terminée par un buyout en 2009. Il a ensuite signé pour le minimum vétéran à Boston et n'y a joué que 23 matchs pour 3,8
2,8 petits points de moyenne avant de faire ses bagages pour la Chine où il a explosé les compteurs et remporté 3 titres en plus d'y avoir acquis un statut de méga star. Pas dur, il s'agissait de Stephen Marbury. Allez, on repart en mode question pour un champion pour celui-là. Autre joueur ayant décroché un gros pactole Onyx avant de disparaître, j'ai signé pour 5 ans et 99 millions de dollars dans une NBA où le salary cap n'était encore que de 58 millions. Sauf que mes genoux, déjà pas hyper réputés pour leur résistance, n'ont pas réussi à tenir le coup. All-Star les 5 années précédant ma signature, j'ai connu un dernier match des étoiles en 2011 et je me suis vu piquer ma place de nouvelle star de New York par Carmelo Anthony quelques jours plus tard, avant de doucement mais sûrement disparaître des parquets à cause de mes genoux. Je suis Amar'e Stoudemire bien sûr. Son numéro 32 a été retiré par les Suns avec qui il a été 5 fois All-Star. Le joueur que l'on va évoquer maintenant aurait pu entrer dans la catégorie simple mauvais choix des dirigeants durant le fameux été de 2016, mais on voulait quand même en parler tant sa disparition a été fulgurante. Parce que même s'il ne tournait qu'à 13,7 points, 4,7 rebonds et 2,8 passes par match avec Dallas avant de décrocher un contrat de 94 millions de dollars sur 4 ans avec Memphis, il n'a disputé que 100 matchs sur 328 possibles sur les 4 saisons suivantes, pour des moyennes de 7 points, 2,5 rebonds et 1,7 passes. L'ailier ne s'est jamais remis de son opération du ménisque juste avant sa signature. Transféré à Atlanta en 2019, il a ensuite été victime d'un accident de la route qui a définitivement mis un terme à sa carrière dès 2020. Vous l'avez, il s'agissait de Chandler Parsons, passé par Cholet puis Houston en début de carrière. En 2005, soit 2 ans après l'arrivée de LeBron, les Cavs ont fait le choix de signer l'ancien 8e choix de la draft 1998 pour 70 millions sur 5 ans. À l'époque, on est sur un salary cap de 49,5 millions de dollars. Bon après, il faut dire que le gars sortait d'une belle saison avec Washington. 22 points, 6,3 rebonds, 4,7 passes et 2,9 interceptions de moyenne par match avec en prime une place dans la All NBA First Team. Il n'a pas eu de bol pour sa première année à Cleveland avec une opération du doigt. N'empêche qu'il a fait partie du run des Cavs jusqu'au final NBA en 2007 avec une moyenne de 11 points par match sur la série. Stagnant autour des 12 points par rencontre la saison suivante, il a été transféré à Chicago avant que sa carrière ne se termine en dents de scie entre Charlotte, New York et Orlando à cause de diverses blessures. Si vous ne l'aviez pas encore deviné, il s'agissait de Larry Hughes, dont la carrière a duré quand même 13 ans au total. Si on vous dit premier choix de draft 1999, ça vous parle? Une sélection All-Star en 2002 puis en 2006 sous le maillot des Clippers, un contrat de 79 millions de dollars sur 5 ans en 2008, sachant que le salary cap annuel était de 58,6 millions de dollars. Une équipe de Philadelphie qui lui fait confiance pour revenir à ses moyennes d'une vingtaine de points et une dizaine de rebonds par match après une saison quasi blanche suite à une rupture du tendon d'Achille en 2007-2008. Encore un indice, seulement 29 matchs joués durant sa première année avec les Sixers, bouclé sur une opération de l'épaule. Bon allez, si vous ne l'avez pas, on vous le donne, il s'agit d'Elton Brand. Jamais revenu à son meilleur niveau, il a finalement été coupé en 2012 via l'amnesty clause, qui permettait de faire disparaître son salaire du salary cap, avant de tourner à 5 points par match sur ses 4 dernières saisons entre Dallas, Atlanta et Philadelphie. Voyons maintenant, pour bien finir, si vous pouvez trouver le dernier joueur de notre liste. Cet ailier a signé pour 4 ans et 54 millions de dollars avec Détroit en 2013, année où le salary cap était de 58,6 millions de dollars. Repositionné en 3, aux côtés de Greg Monroe et André Drummond dans le frontcourt, il n'a jamais trouvé sa place, et s'est même fait couper avant d'arriver à la moitié de sa deuxième saison sous le maillot de Détroit. Pourtant, la franchise a dû continuer à le payer jusqu'en 2020, après avoir étalé son contrat. Ici, on parle de Josh Smith, ailier des Atlanta Hawks de 2004 à 2013 et vainqueur du concours de dunk en 2005. On aurait aussi pu citer Gordon Hayward, même si d'aucuns diraient qu'il avait déjà disparu avant que les Hornets ne lui proposent 120 millions sur 4 ans en 2020. Ou encore Andrew Wiggins et ses 109 millions sur 4 ans en 2022, et Edo Turkoglu et ses 58 millions sur 5 ans en 2009 à Toronto, Ben Gordon avec ses 50 millions sur 5 ans à Détroit en 2009, Davis Bertans et ses 80 millions sur 5 ans aux Wizards en 2020, ou encore Charlie Villanueva et ses 37 millions sur 5 ans aux Pistons en 2009. Plus récemment, Bradley Beal, signé pour 5 ans et 251 millions de dollars en 2022, Zach LaVine, signé pour 5 ans et 215 millions en 2022, et Jordan Poole, signé pour 4 ans et 128 millions en 2023, n'ont pas disparu, mais ils ne vont pas non plus dans la meilleure direction. Et pour ce qui est d'Eddie Curry, Jerome James, Joe Smith, Joakim Noah ou John Wall, on vous invite à aller voir notre vidéo sur les pires contrats de l'histoire. On vous spoil, tous sont cités là-bas. Et pour vous alors, quelle a été la disparition la plus choquante pour un joueur qui avait juste touché le pactole? Dites-nous tout ça en commentaire, on a super hâte de vous lire, toute l'équipe. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.